Bonjour à tous. Bienvenue dans le webinaire d'AVSF, d'Agronomie Vétérinaire Sans Frontières. J'espère que vous nous entendez bien. Je vois des boutons autorisés là. Hop, voilà, ok. Euh, donc, bienvenue dans le webinaire organisé par AVSF avec Ouzbek Erika, qui s'intitule À quoi ressemblera l'agriculture de demain? Donc, on va essayer d'explorer en fait le futur de l'agriculture. Peut-être en quelques mots vous présenter ce que c'est que Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières pour ceux qui ne connaissent pas l'ONG. Donc, c'est une ONG de solidarité internationale, pardon. Donc, on agit en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Et on vient en aide aux familles paysannes. Alors, ces familles paysannes, elles produisent dans le monde trois quarts de la nourriture consommée, c'est considérable. Et pour autant, elles subissent d'énormes injustices. Leurs droits sont bafoués, elles sont discriminées, elles n'ont pas accès aux ressources naturelles, elles souffrent de la faim et de la pauvreté. Et donc, nous, on met les compétences en fait de professionnels de l'agriculture, comme son nom l'indique, des agronomes et des vétérinaires au service des familles paysannes, un appui technique, des formations, un appui aussi financier pour qu'elles puissent vivre tout simplement de leur travail, de leurs terres, de l'élevage dans les pays du Sud. Donc, augmenter la production, par exemple, agricole pour qu'elles puissent se nourrir, mais aussi, pourquoi pas, produire et vendre leur production, soit en circuit court, soit à l'international, par exemple, via le commerce équitable pour augmenter les revenus. Et on défend aussi un modèle agricole très précis puisque c'est l'agriculture paysanne et aussi l'agroécologie. Alors, l'agroécologie, en gros, en deux mots, hein, c'est de l'agriculture écologique. L'objectif, c'est de ne pas avoir d'impact négatif sur l'environnement et sur la santé des consommateurs et des agriculteurs. Voilà, donc je suis allé un peu vite. Encore une fois, merci d'être là. Et je vais céder la parole à Blaise Mao, qui est rédacteur en chef d'Ouzbek Erika et qui est chargé donc d'animer ce webinaire. Merci Edouard, merci beaucoup. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Déjà nombreux en plus, on s'en félicite. Donc moi je suis Blaise Mao, je suis le rédacteur en chef d'Uzbek Erika. Uzbek Erika, c'est le média qui explore le futur, notamment sur des sujets comme l'agriculture et les systèmes alimentaires. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui en collaboration avec AVSF. On avait fait un grand dossier il y a 2 ans notamment sur les paysans de demain et les nouveaux équilibres alimentaires à venir. Et donc ça avait du sens qu'on se retrouve aujourd'hui avec nos 3 intervenants que je vais vous présenter en quelques mots, vraiment mini biographie qui s'affiche en plus à l'écran. Donc Myriam Makiewicz, directrice des programmes chez AVSF, travaille notamment à l'international, comme vient de l'expliquer Edouard. Nicolas Bricas, qui est chercheur au CIRAD, qui est aussi titulaire de la chaire UNESCO Alimentation du Monde, spécialiste des systèmes alimentaires. Et puis Sarah Petro, qui est agricultrice à la ferme de la Bodinière et qui a cofondé l'école d'agroécologie voyageuse. On va reparler évidemment de ces différentes expertises, de ces différents projets dans nos échanges. Mais pour commencer, en fait, et avant de rentrer dans le débat avec eux, on a un petit jeu en forme de revue de presse du futur à vous proposer à vous tous participants. Les invités peuvent aussi participer, mais c'est surtout pour vous qui nous voyez, qui nous écoutez. Un petit exercice en forme donc de revue de presse fictive. Je vais vous présenter 3 futurs possibles pour l'agriculture du futur et plus largement de l'alimentation et de la santé publique. Un peu comme si j'étais le présentateur du JT de 20 heures et que je lançais un sujet d'actualité, mais on est en 2035. Voilà, il y a un petit exercice mental de prospective à faire. Écoutez bien, préparez vos téléphones aussi parce que après vous avoir présenté ces futurs possibles, je vais vous laisser une dizaine de secondes à peine pour voter via Slido, qui est l'application qu'on utilise, avec un QR code que vous voyez à l'écran. Et ça vous permettra de dire si le scénario que je vous ai présenté est probable ou improbable. Donc à chaque fois, vous allez pouvoir trancher ça c'est probable ou ça c'est improbable sur chacun des 3 scénarios. Et vous pouvez justifier le choix dans le chat
Moi, je récupérerai pendant nos échanges les résultats du vote, et puis on va s'appuyer dessus pour alimenter le débat. Donc, je démarre tout de suite pour entrer dans le vif du sujet. Donc, news scénario 1. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 4 avril 2035. La crise sanitaire et économique du sorgho dure maintenant depuis des mois. Le mode de production de cette céréale, devenu indispensable à la survie de la population mondiale depuis la disparition du blé et du riz, est en panne. On sait maintenant ce qui est à l'origine de cette baisse drastique de la production, une variante de l'anthracnose du sorgho ou maladie dite du flétrissement. Ce variant se serait développé dans les plaines sèches du Sahara en réaction aux produits de revitalisation des sols, et le micro-organisme pourrait engendrer une famine mondiale à court terme si la crise venait à durer. Les labos du monde entier sont donc lancés dans la course à l'antidote. Est-ce que cette petite projection future vous paraît probable ou improbable? Vous avez 10 secondes pour voter, pendant lesquelles je vais me taire avant de passer à la deuxième actualité. Donc allez-y, QR code et votez. Probable ou improbable, normalement vous arrivez tout de suite sur la page de vote. Voilà, un petit silence de politesse pour vous laisser quand même le temps de dégainer le smartphone et de voter. On a commencé tout de suite avec du trash, du dur, du dystopique. Voilà, mais ça ne va pas être la tonalité globale de nos échanges, j'espère. Voilà, scénario 2, pour continuer à avancer. Très différent, vous allez voir, c'est parti. Tenaillé entre la colère des agriculteurs et les conséquences dramatiques de la crise climatique, le gouvernement vient d'annoncer la mise en place à la rentrée 2035 d'un plan Agritech 2040, dans la lignée du fameux « quoi qu'il en coûte » à la mode en 2020. Ce plan prévoit de grands investissements pour accompagner le secteur dans une transition technique et économique qui permettent d'assurer l'équilibre du système alimentaire français. Et des plans similaires sont en cours d'adoption dans plusieurs pays européens. Les Pays-Bas ont été les premiers à annoncer la nationalisation de leur laboratoire de R&D dans le secteur. L'idée, c'est de répondre avec ces plans aux enjeux de main-d'œuvre qui minent le secteur agricole depuis des années, de supprimer la pénibilité des travaux agricoles et d'assurer une sécurité alimentaire à faible coût, qui coûte peu cher, mais aussi respectueuse de la planète. Alors voilà, est-ce que cette deuxième projection du futur, cette deuxième actu du futur vous semble probable ou improbable? Retour sur le QR code, retour sur Slido, et je vous laisse quelques secondes pour voter. Il y a juste le petit code à rentrer, mais il s'affiche à l'écran. Donc, tout est indiqué. Normalement, c'est simple. Et puis, notre troisième actualité du futur, toujours en 2035. Projetez-vous, fermez les yeux si ça vous aide. C'est une première mondiale. Une centaine d'associations américaines représentant la société civile attaquent en justice, en class action, en collective, les grands noms, les plus grandes entreprises de l'industrie alimentaire mondiale. Ce matin, donc nous sommes le 3 octobre 2035, s'ouvre au tribunal de Des Moines dans l'Iowa un procès qui pourrait bouleverser le cours de l'agriculture mondiale. Plus de 30 multinationales vont répondre de 70 chefs d'accusation, dont un terrible empoisonnement volontaire. Une accusation qui fait suite à la grande famine de 2028, dont l'origine, je le rappelle, était une crise sanitaire venue des élevages porcins intensifs, notamment en Asie, qui ont rendu l'ensemble de la production de ces élevages impropres à la consommation. L'un des avocats des plaignants des associations américaines parle d'un Nuremberg de l'alimentation, en référence au fameux procès qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Alors, est-ce que cette formule est exagérée ou pas? Est-ce que ce procès va peut-être ouvrir un nouveau chapitre, un nouveau virage pour le système agricole mondial? Nous en sommes là, à l'orée de ce procès en 2035. Est-ce que ce futur vous semble probable ou est-ce que ce futur vous semble improbable? Vous connaissez la formule maintenant, vous avez 10 secondes pour trancher, pour voter. Voilà, je vous laisse, on va vous laisser peut-être le QR code encore quelques secondes. Je vais maintenant vous expliquer d'où sortent ces scénarios, ces petites projections. Elles s'appuient justement sur des scénarios beaucoup plus poussés, 3 scénarios qui sont à découvrir en intégralité sur le site d'Uzbek Erika. On pourra vous remettre, je pense, le lien vers l'article dans la conversation chat.
Comme ça, vous aurez un peu plus de billes pour éventuellement trancher si vous êtes encore indécis. Et ces 3 scénarios, ils ont été pensés comme un écho, un complément au manifeste pour une agriculture viable en 2035 qui a été rédigé et partagé par AVSF. En quelques mots, ces 3 scénarios, donc, ils vont alimenter notre discussion du jour. On va y revenir. On va passer du temps dessus au départ avec nos 3 invités et puis on pourra y faire référence par la suite. On a un premier scénario qu'on a appelé effondrement agricole et lutte pour la subsistance. Voilà, avec des pratiques agricoles qui ne bougent presque pas, des catastrophes naturelles qui se multiplient. C'est un petit peu le scénario business as usual, version dystopique, quoi. Recul des terres cultivables, effondrement des rendements, émeute de la faim, avec des évolutions intéressantes comme la renomadisation de la main-d'œuvre agricole vers des zones qui fournissent un travail saisonnier, un travail agricole saisonnier, et puis évidemment des grandes firmes qui se tirent un peu la part du lion, avec une spécialisation géographique des cultures très très forte et une dépendance des agriculteurs à la monoculture. Ça, c'est le scénario 1. Le deuxième scénario, on l'a appelé solutionnisme techno-agricole. Alors ce deuxième scénario, il évoque une politique d'urgence pour répondre aux sécheresses chroniques, aux inondations dévastatrices, liées notamment au réchauffement climatique. Il se traduit par des investissements massifs en matière de R&D, système agricole durable dopé à la technologie, monitoring de la nature, on va produire des éléments nutritifs pour les cultures in vitro, une obsession pour une agriculture rentable, avec un système de retour même à une forme de paysannerie relevant plus du fermage, donc une sorte de retour en arrière, et une agriculture de plus en plus sans terre, une agriculture sans paysans, mais une agriculture bardée de capteurs. Voilà le scénario 2, celui du solutionnisme techno-agricole. On vous laisse les petits éléments principaux de ce scénario en slide. Et puis le scénario 3, le chemin vers une culture durable, avec au menu, pour démarrer, une crise sanitaire mondiale comme point de départ, un peu comme table rase, ou en tout cas comme coup de marteau qui pousse tout le monde à changer de modèle, avec au menu donc une dégradation de la production alimentaire mondiale liée à la production intensive, directement liée à cette production intensive, et une prise de conscience de l'ensemble des acteurs de l'agriculture, de la responsabilité de l'agriculture intensive dans cette crise sanitaire, avec des acteurs de l'industrie agroalimentaire qui finissent devant la justice, d'où le petit scénario sur lequel on vous a fait voter, un monde paysan qui cherche à s'émanciper de ce modèle, qui devient une impasse, des champs qui vont se rapprocher des zones périurbaines, des labels beaucoup plus stricts pour la transparence et l'information consommateur, des nouvelles intégrations de la technologie aussi, de manière peut-être plus subtile que dans le scénario précédent, avec une réflexion autour de ce qui pourrait ressembler à une forme de design agronome. Voilà, donc scénario 3. J'arrête de monopoliser la parole. Je vais me tourner maintenant vers nos 3 invités pour creuser un petit peu ces scénarios, débattre avec eux de ceux qui leur semblent les plus probables, les plus souhaitables. On va peut-être commencer avec Myriam Makevich d'AVSF. Myriam, selon vous, quel est le scénario justement le plus souhaitable et puis peut-être le plus probable parmi les 3 scénarios que je viens de présenter? Déjà, bonjour à tous, parce que je vois qu'on est près de 200 personnes dans ce webinaire. Donc, merci. Évidemment, pour Agronomes et Vétérinaires sans frontières, le scénario souhaité et désirable est le scénario de l'agroécologie paysanne, qui prend le dessus, avec un mode de culture diversifié, avec si ce n'est un affranchissement, au moins un rééquilibrage un peu du pouvoir aux mains des paysans versus un pouvoir aux mains de l'agro-industrie. Donc le scénario 3 semble le plus souhaitable, avec une agricultrice aussi qui permet de maintenir de l'emploi sur des territoires vivants, qui permet aussi d'alimenter la population avec des produits sains, avec un usage diminué d'intrants de synthèse. Donc bien sûr, c'est ce scénario que l'on souhaite et que l'on soutient dans nos actions dans différents pays du monde. Est-ce que vous avez des exemples de régions du monde, Myriam, où
ou de pays même où l'agroécologie est développée et qui peuvent donner de l'espoir sur le fait que c'est un modèle qui est appelé à être peut-être plus développé à une échelle plus large que simplement régionale. Est-ce qu'il y a des exemples un peu vertueux en matière d'agroécologie? Oui, évidemment, il y a des exemples, c'est-à-dire que dans plusieurs pays, par exemple d'Afrique de l'Ouest, on peut citer le Togo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, en différents pays, le Mali, il y a des modèles de paysans, par exemple, qui combinent de la production agricole, des cultures végétales et de l'élevage paysan, où il y a un usage de la fumure organique, par exemple, pour fertiliser les parcelles. Il y a une forte diversité des cultures. Il peut y avoir une association de céréales et de légumineuses. Il y a à la fois des cultures qui permettent de nourrir la famille et puis d'être aussi commercialisées localement pour générer des revenus. Il y a des modèles d'agroécologie paysanne qui ont besoin néanmoins d'être soutenus par de la formation, de l'accès au crédit, une sécurisation de l'accès aux terres. Mais il y a déjà des modèles agroécologiques. Il y a des modèles aussi, par exemple en Haïti, des systèmes agroforestiers où on cultive à la fois le cacao, mais aussi des tubercules, etc. Donc il y a tout un tas de modèles d'agriculture paysanne agroécologique, mais qu'il convient de soutenir davantage et d'encourager à se développer. Merci. Je me tourne vers Nicolas, Nicolas Bricade, chercheur au CIRAD. Même question, quel est le scénario le plus probable? Quel est le scénario le plus souhaitable parmi ces trois-là? Bonjour à toutes et à tous. Si on commence par le probable, je pense que vraiment les trois sont hautement probables. Et je pense que, bien évidemment, le 3, c'est celui qui est souhaitable. On pourrait se dire, en tout cas, on voudrait qu'il soit davantage développé. Il est aujourd'hui en cours un peu d'extension d'un côté et de marginalisation de l'autre. Mais je pense vraiment qu'on va vers des modèles de coexistence à la fois conflictuels et complémentaires entre les scénarios. C'est-à-dire qu'on va avoir sur un même territoire, voire même dans une même exploitation agricole, un mariage entre de l'agroécologie et de la technologie numérique, et ça se voit déjà. On va avoir à la fois des entreprises responsables et des entreprises qui continuent sur certains produits à matraquer et l'environnement et les travailleurs. Donc, l'enjeu pour moi, c'est comment vont se combiner ces scénarios. Quels sont les scénarios qui vont être dominants et qui vont se servir des scénarios alternatifs comme moyen de continuer à exister, ce qui est aujourd'hui un peu en train de se jouer. Et donc, faut qu'on soit capable de penser les combinaisons de ces scénarios parce qu'en fait, elles sont déjà à l'œuvre. Et pour répondre à la question qui était posée, le problème peut-être qu'on a, c'est qu'on n'a pas de pays aujourd'hui qui ont véritablement engagé un système alimentaire, c'est-à-dire pas simplement les acteurs de la production agricole jusqu'à la transformation, distribution, consommation, gestion des déchets, mais aussi toutes les institutions qui accompagnent l'avènement d'un modèle. On n'a pas de pays qui ont mis en place un modèle complètement vertueux du type scénario 3. En tout cas, un modèle désirable pour à la fois les producteurs, les transformateurs, les consommateurs. Et que l'enjeu, il est là. Il est d'arriver, on sait ce qu'on ne veut pas, on a du mal à définir vers quel type de modèle on a vraiment envie d'aller et on n'a pas d'exemple. Et donc, il faut le bâtir, il faut le co-construire. En tout cas, pour aller dans votre sens en termes d'analyse, je viens de recevoir les résultats du vote de nos participants. Et c'est assez intéressant. Je vais poser évidemment la même question à Sarah dans quelques minutes, mais je me permets d'intervenir. Donc, on a 61% des personnes qui jugent probable la première actualité du futur que j'ai dépeinte en écho au scénario 1, celui un peu dystopique d'un business as usual. 67% qui jugent probable le scénario 2, celui du solutionnisme techno-agricole. Et 78% qui jugent probable le scénario 3, avènement d'une agroécologie suite à une crise sanitaire mondiale. Ce qui est intéressant là, c'est que tout est probable. Et donc, si je vais dans votre sens, Nicolas, on est effectivement sur une coexistence des trois scénarios, des trois modèles qui sont déjà en germe et même déjà en acte. Est-ce que Sarah, je vous pose la même question, peut-être à l'aune aussi de ces résultats des votants, quel est le scénario le plus probable et le plus souhaitable? Et est-ce que ça a du sens de parler du plus probable s'ils sont tous déjà là?
Oui, donc bonjour. En effet, je pense que c'est très représentatif de ce qui est probable, dans le sens où déjà actuellement on voit que ça se dessine à la fois vers le scénario 1, vers le scénario 2, vers le scénario 3, en fonction des territoires, en fonction des agriculteurs. On ne voit pas de scénario se distinguer, je pense, plus l'un que l'autre. Évidemment, le plus souhaitable, je pense, pour beaucoup d'entre nous, c'est le 3. C'est comment y arriver. Mais dans tous les cas, je pense que les deux autres essayeront toujours de se dessiner tout de même. On voit bien quand même la technologie, c'est un peu au cœur des discussions dans le monde agricole. Après, en tant qu'agriculteur aussi, il y a une difficulté du métier qui pose question et qui du coup, pour les agriculteurs, certains ne savent pas vers quelle solution se tourner. Et c'est là où justement il faut agir pour trouver des solutions pour eux également, sans aller vers l'ultra-technologie ou l'ultra-territorialisation ou spécificité de chaque production, on va dire. Alors, on va parler un peu plus tard de votre ferme. Et puis, il y a un engagement là sur l'agroécologie qui est fort, vous l'avez dit au début de ce webinaire. Est-ce que une question complémentaire pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce que parmi les échanges que vous avez avec d'autres agriculteurs de la région ou d'ailleurs en France, est-ce que l'ensemble des agriculteurs aujourd'hui, quelle que soit leur spécialité de culture, fait le constat d'un modèle qui est dans l'impasse, d'un modèle, on va dire, d'une agriculture conventionnelle qui est dans l'impasse. Est-ce que ce constat-là, il est partagé même par ceux qui en sont les principaux producteurs? Alors, je pense que ma réponse est différente aujourd'hui d'il y a peut-être un an, dans le sens où on sort là d'une saison agricole très difficile, notamment au point de vue, nous, dans le Grand Ouest, où on a eu énormément d'aléas climatiques compliqués, des excès d'eau, on sort de 2 années de canicule, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs, oui, qui se retrouvent un peu dans une impasse ou qui se rendent compte qu'il y a un souci et qu'il va falloir évoluer. Donc, je pense que oui, il y a une prise de conscience. Après, certains agriculteurs, peut-être pas, parce qu'ils se retrouvent bien dans leur système et surtout les grosses exploitations ou les grands groupes plutôt. Mais sinon, je pense que oui, il y a complètement une prise de conscience quand même de manière générale. Alors, je propose de refermer un peu cette séquence scénario, s'émanciper un peu des scénarios et puis rentrer justement un peu dans les problématiques métiers et les problématiques culturelles. C'est un peu le deuxième temps de notre échange. Moi, j'ai appelé ça changer de culture un peu en préparant cette rencontre. Peut-être, Sarah, rester avec vous sur cet aspect. Vous venez de parler de la technologie. Très souvent, et on l'a vu dans les scénarios tels qu'on les a rédigés, tels qu'on les a pitchés, il y a une opposition, on va dire, entre d'un côté une agriculture paysanne et une agroécologie qui serait, dont la priorité est évidemment la préservation de l'environnement et de la santé humaine, mais qui serait fermée à l'introduction d'outils technologiques. De l'autre, une agriculture plus verticale, plus portée, dirigée par les gros acteurs qui serait une forme de solutionnisme techno-agricole. Est-ce que cette perception, elle est juste? Et est-ce que aujourd'hui vous intégrez des outils technologiques dans votre travail au quotidien à la ferme? Et est-ce que vous comptez le faire peut-être de plus en plus dans les mois à venir? Alors, je pense qu'il y a besoin, oui, d'intégrer la technologie dans les systèmes agricoles pour soulager déjà dans les tâches au quotidien, pour être plus performant. Le tout, c'est de trouver la limite. Il ne faut pas être non plus dans des situations où la technologie remplace l'humain. Donc, c'est là l'enjeu qui est important, je pense, à l'avenir. Mais c'est quand même des solutions qui sont faites pour nous faciliter la vie et pour garder ce métier d'agriculteur. Donc, nous, on essaye de l'intégrer progressivement parce qu'on on voit bien que ça permet quand même beaucoup plus de choses. Après, le scénario 2 est quand même poussé à l'extrême et là, il n'y a plus de place pour l'humain au sein des systèmes agricoles. Donc, c'est dans quelle mesure, en fait, on l'appliquerait qui est intéressante à imaginer.
Est-ce que vous pouvez prendre un exemple, par exemple, d'utilisation de la technologie dans votre travail au quotidien, que ce soit sur la partie production, sur la partie vente, ou ça peut permettre de mieux comprendre justement aussi quel est votre cadre de travail? Oui. Alors aujourd'hui, nous, elle est quand même peu utilisée par manque de moyens aussi, parce que c'est souvent des choses qui sont très chères pour les plus petits producteurs. Mais nous, là, ça va être par exemple sur l'ouverture de nos serres, puisqu'on est producteur de légumes et d'œufs, donc la grosse partie de notre activité, c'est le légume. C'est des serres là installées, un système qui nous évite constamment, matin, soir, de ouvrir tous nos ouvrants pour justement faire circuler l'air, etc., d'avoir des systèmes qui sont reliés à des capteurs et qui, du coup, vont nous permettre vraiment de nous diminuer la pénibilité du travail. Après, il y a aussi d'autres systèmes sur le désherbage qui existent. Je sais que d'autres fermes les utilisent avec des robots désherbeurs qui sont quand même à des budgets très élevés et pas adaptés à des fermes à notre échelle. Mais quand on voit la pénibilité que c'est de faire du désherbage de carottes, ça peut aussi être des solutions qui permettent à des fermes de rester en vie et de faire face à tous ces aléas climatiques qui prennent aussi de plus en plus de temps dans nos emplois du temps. Parce qu'il faut savoir et avoir le temps de réagir face à ça. Parce qu'en plus, vous êtes en vente directe, hein, c'est ça, avec 100% vente directe. Donc la vente occupe une grande partie. Et cet été, on a vraiment souffert de ces excès d'eau qui nous ont forcé à désherber davantage, qui ont complètement bouleversé nos plannings. Et du coup, comment faire? Là, on est vraiment en grosse réflexion là-dessus sur comment réorganiser, nous, notre production pour faire face à de potentiels autres aléas comme ça. Et je pense que ce sera le cas d'ailleurs. Donc, je me tourne vers Myriam Makiewicz. Sur cet aspect de la technologie, c'est un enjeu, on va dire, pour les rendements, pour la production, c'est un enjeu pour répondre aux aléas climatiques qui vont être de plus en plus violents, nombreux. Mais c'est aussi un enjeu d'attractivité pour peut-être une nouvelle génération d'agriculteurs en France, mais peut-être surtout à l'étranger. Vous parliez tout à l'heure de l'Afrique de l'Ouest. Dans quelle mesure il y a un enjeu culturel autour de la technologie en agriculture qui devient vraiment central? Je crois que Sarah l'a bien dit, c'est aussi un enjeu en termes de réduction de la pénibilité du travail. Ça veut dire par exemple passer par de la mécanisation ou de la petite mécanisation. Et je crois que c'est aussi ce qu'a dit Sarah, c'est-à-dire il ne faut pas être caricatural, il y a besoin de la technologie, mais il faut bien sûr qu'elle soit déjà accessible à un certain coût et puis qu'elle soit aussi compatible avec la préservation des ressources naturelles. Donc par exemple, quand on pense petite mécanisation, c'est-à-dire on pense à de la mécanisation qui ne va pas compacter les sols, qui ne va pas empêcher des systèmes agroforestiers. Donc quand on utilise des tracteurs, souvent ça va au détriment de systèmes agroforestiers. Donc c'est de trouver les bonnes combinaisons. Donc là, on est en train de travailler ça avec la recherche, par exemple, au Bénin. Je vois qu'il y a des agriculteurs béninois qui sont parmi nous aussi. Donc l'enjeu, c'est justement de travailler avec la recherche pour trouver ces innovations qui permettent de diminuer la pénibilité, de préserver les ressources et de maintenir ou de redorer un peu même le blason, on va dire, de l'agriculture, parce qu'il y a des jeunes, à cause de la pénibilité, qui trouvent du travail, qui se détournent un peu de l'agriculture. Donc il y a plusieurs enjeux. J'ai pas cité, mais par exemple à VSF, on a aussi travaillé sur des systèmes d'information sur les prix, systèmes d'information sur les marchés, qui permettent de commercialiser des céréales, par exemple, au meilleur moment. Donc là, c'est de la technologie accessible, puisque c'est avec un téléphone. À l'époque, ces systèmes, c'était même sans smartphone, avec des simples, même Nokia ou autre. Donc bref, il y a plusieurs façons effectivement d'avoir des outils qui permettent soit d'améliorer les revenus, de diminuer la pénibilité, etc. Nicolas Bricas, tout à l'heure vous parliez du fait qu'il n'y ait pas encore de pays ou de continent, enfin de région mondiale qui est fait de l'agroécologie un modèle dominant. C'est une question qui est liée indirectement à cette remarque, mais on voit beaucoup aujourd'hui de jeunes agriculteurs en France comme Sarah qui s'engagent sur ce chemin de l'agroécologie, qui cherchent la labellisation bio. Il y a des aides qui existent, mais il y a aussi le phénomène inverse. Il y a des agriculteurs qui renoncent parce que c'est trop compliqué, parce que ça coûte trop cher,
s'étaient engagés pour des raisons vraiment idéologiques, citoyennes, et qui font le chemin inverse. Est-ce que ce mouvement-là, il est au cas par cas? Est-ce que c'est une tendance forte? Est-ce que c'est une tendance durable, peut-être inquiétante? Ou comment on peut analyser ce mouvement j'allais dire de conversion à l'envers, quoi, de reconversion, mais vers le conventionnel? Je pense qu'on observe ce mouvement de reconversion vers du conventionnel en France en particulier et en Europe, pas forcément. Je ne sais pas si on a des données sur le reste du monde. Attendez, parce qu'il y a quelqu'un qui parle derrière vous. Je crois que c'est du côté d'Émilie, notre invitée. Ouais, voilà, super. Merci, je vous laisse reprendre. Il y a deux phénomènes qui permettent en partie d'expliquer ça. D'une part, il y a une très forte baisse du pouvoir d'achat, et la bio est quand même en moyenne malgré tout plus chère, même si on arrive à pouvoir produire de la bio, on va dire, compétitive en termes de prix, mais elle est globalement quand même, elle reste plus chère que le conventionnel. Et le deuxième, c'est que aujourd'hui, on imagine que la conversion à la bio, c'est juste un effort d'un agriculteur qui, ayant pris conscience qu'il peut faire autrement, va le faire. Alors qu'en fait, il faut quand même se rendre compte que depuis la Seconde Guerre mondiale, on a installé un environnement institutionnel public et privé pour mettre en place un modèle qui s'appelait la modernisation agricole, avec des fournisseurs d'intrants, de semences, de pesticides, d'engrais, de machinisme agricole, avec du crédit, avec de l'assurance, avec du conseil, avec de l'information, avec des infrastructures, avec de la formation, avec de la recherche. Et tout ça, c'est ça que j'appelle le système alimentaire. Il a été mis en place pour faire advenir un modèle qu'on peut appeler le modèle de l'agriculture industrielle. Aujourd'hui, on dit qu'il faut changer de modèle, mais on ne met pas en place un autre environnement institutionnel et législatif pour aller vers un autre modèle plus agroécologique. Et donc finalement, la conversion, elle se joue uniquement sur l'effort que peut faire un agriculteur, un peu tout seul, avec un effort incommensurable, très peu accompagné en réalité. Et en plus de ça, en considérant que finalement, c'est le marché qui va finalement valider le changement de modèle. Alors que, en réalité, ce qui se passe, c'est que quand on passe en agriculture biologique, effectivement, on augmente les coûts pour le consommateur, mais on réduit les coûts en termes d'impôts et en termes de dépenses publiques, puisque on a moins de coûts de réparation des dégâts que provoque le système industriel. Et donc, on est aussi tant qu'on reste dans l'idée que c'est le marché qui va réguler l'affaire et qui va permettre de changer de modèle, évidemment, ça va coincer. Donc, ça veut dire que l'enjeu, il n'est pas simplement la volonté, la sensibilisation des agriculteurs ou même la sensibilisation des politiques. L'enjeu, c'est le changement du rapport de force pour que les politiques s'orientent vers l'accompagnement d'un autre modèle. Et ça, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, le rapport de force, il n'est pas favorable. Et on a un dernier phénomène qu'on observe maintenant depuis une dizaine d'années, c'est qu'on a un nouveau projet agroécologique qui s'appelle agroécologie, qui utilise ce terme, qui a été vanté par un ministre de l'Agriculture français qui s'appelle la robotique, le numérique et la génétique, et qui est en fait la construction d'un modèle, on va dire, désirable, de progrès technique, qui cherche à embarquer en fait la société vers quelque chose qui est effectivement désirable et qui ne correspond pas au projet de l'agroécologie initiale, pas du tout, il en est même franchement opposé. Mais ça veut dire qu'on a désormais un discours qui est caricaturalement, on pourrait dire, mais en tout cas radicalement opposé à une agroécologie frugale telle qu'elle avait été pensée initialement, que ce soit en Californie ou en Australie, par les premiers penseurs d'un autre modèle de système alimentaire. Donc ça veut dire qu'on rentre dans une bagarre entre des modèles différents et qui vont, comme je le disais tout à l'heure, qui vont coexister, mais qui vont être en concurrence et en bagarre les uns contre les autres. Alors, merci pour cet éclairage effectivement important pour avoir l'échelle systémique de la problématique. Myriam Makiewicz, tout à l'heure on a parlé de l'Afrique de l'Ouest où il y a des initiatives intéressantes. Pour structurer un petit peu justement cet horizon d'une agriculture paysanne désirable, durable, il y a des initiatives autour de la formation des agriculteurs qui est certes doit pas être le seul pilier, comme vient de l'expliquer Nicolas, mais qui reste un pilier important, notamment auprès de nouvelles générations. Est-ce que vous avez en tête des exemples? Je crois qu'il y a pas mal de choses qui se font
dans des pays comme l'Équateur. Est-ce que vous avez des exemples en tête d'initiatives vertueuses qui pourraient permettre de structurer un petit peu la question de l'agriculture paysanne et la rendre plus désirable? Merci pour cette question. D'abord, je voudrais rebondir quand même sur ce qu'a dit Nicolas. Ça me semble vraiment important en fait de ne pas faire reposer le changement de modèle sur des individus, mais sur l'ensemble de l'environnement. Et quand on parle d'environnement, c'est effectivement la recherche, la formation, des politiques publiques incitatives, agricoles, les prix. Donc c'est voilà, le mot à la mode, c'est un écosystème qu'il faut changer et le logiciel quelque part a changé. Donc la formation en fait partie, c'est-à-dire si on continue avec une formation classique, on va dire basée sur l'usage d'intrants, des semences améliorées, le fait de devoir disposer par exemple de terre, mais dans une surface très importante. Enfin bref, il faut changer un peu les modèles de formation. Et du coup, de façon tout à fait modeste, mais AVSF a travaillé en Équateur, effectivement, de concert d'ailleurs avec le ministère de l'Enseignement technique, pour faire reconnaître et mettre en place un bac technique agroécologique. Donc un bac technique agricole, en disant c'est un des leviers pour faire en sorte que des jeunes trouvent déjà l'agriculture attractive sur leur territoire et puissent mettre en œuvre d'autres façons de produire et de consommer. Et donc là, AVSF a appuyé une cinquantaine à suivre ce cursus, mais non seulement AVSF a appuyé ça, c'était je crois un lycée d'ailleurs qui était pluriculturel, un lycée qui promouvait aussi l'usage de la langue quichua dans ces territoires équatoriens, donc c'est intéressant, qui se base aussi sur les savoirs paysans et indiens, à renouer avec certaines pratiques, à en adopter des nouvelles, pour mettre en place ensuite des fermes agroécologiques et en travaillant aussi de concert avec les enseignants, en mettant en place une formation pour les enseignants sur le thème de quelle nouvelle pédagogie mettre en place pour diffuser ensuite l'enseignement de l'agroécologie. Donc on voit bien que c'est un travail aussi avec différents acteurs, les jeunes, les acteurs de l'enseignement et aussi les acteurs publics qui homologuent ce type de formation, avec bien sûr l'objectif d'être une expérience pilote qui puisse ensuite essaimer et que ces bacs techniques agroécologiques puissent fleurir, si je peux dire, dans différents territoires. Donc voilà. Et c'est un souhait, bien sûr, d'AVSF que ces expériences puissent se développer. Et on essaye de l'appuyer dans différents pays, différentes régions. Merci Myriam. Je précise que vous pouvez utiliser le chat si vous avez des questions, des remarques. Moi, ça va me permettre aussi de nourrir le dialogue, la discussion. N'hésitez pas à en écrire. Je me tourne vers notre agricultrice de notre casting d'invités, Sarah, sur cet aspect de la formation. Est-ce que vous-même, vous avez pris ce virage de l'agroécologie, vous l'avez dit tout à l'heure, mais est-ce que vous avez recours à des formations? Qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui aux agriculteurs en la matière? Quelles formations, si vous en avez suivi? Et est-ce que ces formations sont utiles et pas trop théoriques, j'allais dire? Est-ce que vous arrivez à les retranscrire ensuite dans la pratique? Oui, alors on voit que les formations sont de plus en plus axées quand même vers des pratiques agroécologiques. Sur les catalogues de formation des organismes de formation ou de la Chambre d'agriculture, on voit qu'il y a un changement. Après, il faut aussi avoir le temps d'aller passer des journées de formation. Il n'y a qu'un pourcentage, je n'ai plus le pourcentage en tête, mais il me semble que c'est 40% des agriculteurs qui se forment tous les ans. Donc des fois on le fait tous les 2 ans. Moi je sais que l'année dernière j'ai pas eu le temps. Cette année je vais le faire plus. Donc faut avoir le temps. C'est pris en charge, donc ça c'est une bonne chose parce que souvent on n'a pas avancé les frais de formation. Donc c'est très important de le faire quand on peut le faire. Là, nous, on va suivre des formations sur l'agriculture de conservation des sols, sur les couverts végétaux, vraiment des moyens de lutter contre le réchauffement climatique et d'adapter nos pratiques. Donc ça, c'est très important. Après, est-ce que tout le monde le fait? Je ne suis pas sûre, mais du coup, c'est hyper important de communiquer là-dessus également, quoi. Merci. Et ça fait une transition. Là, on a beaucoup parlé de la formation, mais Nicolas évoquait tout à l'heure le fait, soutenu par Myriam, qu'il ne fallait pas que ça porte que sur les individus, que sur les agriculteurs, ce changement de modèle. Et je vous propose qu'on passe un peu au 3e temps de notre échange, qui est au-delà des aspects culturels et du rapport culturel à l'agroécologie, d'aborder peut-être, de revenir un peu à des enjeux peut-être plus méta, plus globaux et de changement de modèle.
et de changer un peu d'échelle. Nicolas, peut-être une première question sur cet aspect. Là, on a passé du temps sur les agriculteurs, la formation. Comment on fait pour impliquer aussi, il y a évidemment les acteurs politiques, le rapport de force, il y a les acteurs industriels, on va dire de l'industrie de l'agro-business, mais il y a aussi les consommateurs, les citoyens. Comment on fait en sorte de les impliquer? Comment on fait en sorte que ça ne soit pas juste un sujet sectoriel, ce virage vers une agriculture plus durable? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous imaginez comme levier pour mieux impliquer les citoyens / consommateurs? Bon, je pense qu'on a à la fois besoin de mobiliser les citoyens, parce que d'une part, des citoyens qui font remonter leur souhait d'évoluer vers un modèle alimentaire désirable, puisqu'on est aujourd'hui un peu à la croisée des chemins et qu'il va falloir penser comment vont s'articuler les différents modèles qui s'opposent aujourd'hui. Donc on a besoin de faire remonter ça pour peser dans le débat public, mais aussi on a besoin de réembarquer les gens dans la question. La question environnementale et la question sociale, vous avez vu ces derniers temps, complètement disparu du débat public, du débat politique. Donc comment on fait pour rembarquer aussi la population? Et ça veut dire la mettre en capacité de définir quels sont les avenirs alimentaires qu'elle souhaite. Et pour moi, ça veut dire de réorganiser du débat citoyen, pas forcément sous forme d'une grande convention citoyenne de l'agriculture ou de l'alimentation, qui avait été appelée de ses voeux à une époque par certains politiques, parce que finalement, c'est qu'un exercice de 120 personnes, mais c'est probablement de le faire de façon beaucoup plus décentralisée, c'est-à-dire à des échelles de territoire, d'arriver à embarquer des citoyens, pas volontaires seulement, parce que c'est toujours le même genre de gens qu'on va retrouver quand ce sont des appels volontaires, mais probablement aussi tirés au sort, ou en tout cas représentant vraiment la diversité de la population, y compris celle qui a rarement la parole, et de réfléchir à des échelles locales, en fait, à quelle alimentation on veut pour nos enfants demain, vers quoi on veut aller, et dans lesquels, on peut discuter avec des experts, on peut discuter avec des scientifiques, mais je pense qu'il ne faut pas leur laisser le dernier mot. Il faut que ça soit porté par la population. Et donc, nous, on appelle de nos voeux ce qui est en train de se multiplier un peu partout, c'est-à-dire des comités citoyens de l'alimentation qui commencent à réfléchir, à s'informer, à échanger, à discuter, à débattre, et les débats sont vifs, sur à quoi on veut que notre alimentation, et derrière notre alimentation, c'est la façon dont elle est distribuée, transformée, restaurée, et dont elle est bien évidemment produite, et à quoi on veut que ça ressemble. Donc remettre des citoyens en capacité en fait, de faire remonter aussi leur position, d'abord à leur maire, à leur collectivité territoriale, et puis en agrégeant ça à une échelle plus nationale ou internationale. Il me semble que là, il y a un travail de coopération à mener entre des territoires pour que les citoyens se ressaisissent de la question alimentaire. Je dis alimentaire parce que c'est par là que les citoyens commencent, et non pas par l'agriculture, parce qu'en fait, c'est très loin d'eux, l'agriculture. Ils se sont beaucoup distanciés. Mais un moyen d'y revenir, c'est de s'interroger sur ce qu'on mange, la façon dont on mange, la façon dont on veut acquérir ce qu'on mange, et d'être capable de faire remonter des revendications et de dire voilà ce qu'on veut demain. Donc c'est ça l'idée. Donc les assemblées citoyennes de l'alimentation dans les villes et dans les villages, les micro-conventions citoyennes de gens tirés au sort pour réfléchir à ça. Et c'est ça qu'on commence à voir, un balbutiement de ce type d'initiative qui est intéressante. Avec effectivement des problématiques régionales très différentes, agricoles, entre Absolument. la Bretagne, en PACA, c'est pas du tout les mêmes enjeux, les mêmes cultures. Avec aussi donc peut-être un marketing et une priorité, j'allais dire, même donnée à la question de la santé préventive, peut-être par rapport à la protection de la biodiversité, même si elle est essentielle, ou à la protection de l'environnement, mais cet enjeu sanitaire qui est là. Peut-être, Nicolas, un rebond aussi sur des conventions comme ça, elles aborderaient forcément la question du prix. On parle beaucoup du problème du prix. Là, on souffre d'inflation, on parle même d'hyperinflation depuis un an. Et on voit que les produits bio et les produits
on va dire, un peu plus chers sont plus forcément prioritaires, ou en tout cas, chez beaucoup de Français, n'entrent plus dans l'équation d'achat. Est-ce que vous pensez qu'à plus ou moins court terme, les Français peuvent être prêts à payer plus pour l'alimentation? Est-ce que, en tout cas pour une alimentation plus saine, est-ce que ça nécessite quoi? Qu'est-ce qu'il faut? C'est un accompagnement, c'est des aides, mais est-ce qu'ils sont prêts à faire ce virage-là aussi? Parce que le prix est central. Aujourd'hui, le prix de notre alimentation, le prix payé par le consommateur, c'est une partie du coût. Il y a, on le sait, beaucoup de coûts cachés qui commencent à être calculés. On sait que quand on achète 100 € de nourriture en France, il y a entre 100 et 200 € de coût pour la société, dont une petite partie est prise en charge sous forme de réparation, prise en charge des problèmes de santé publique liés aux maladies liées à l'alimentation, aux nouvelles maladies liées à l'alimentation, des pollutions des sols, etc. Bon, donc on doit commencer à raisonner avec les citoyens sur le coût global de notre système alimentaire, parce qu'il y a ce qu'on paye quand on est dans le magasin, il y a ce qu'on paye sous forme d'impôt. Ok. Je pense qu'on a été dans un contrat social depuis des décennies, et surtout après la Seconde Guerre mondiale, qui était produire l'alimentation le moins cher possible, sans s'empoisonner dans les 24 heures ou les 48 heures, et en France, en respectant la diversité du patrimoine gastronomique et des produits de terroir. C'est ça le contrat social d'après-guerre. Et qu'en fait, on va avoir besoin de changer ce contrat social, et sans doute de réaccorder plus d'importance à l'alimentation, y compris dans nos parts budgétaires, parce que l'alimentation, ce n'est pas simplement remplir nos corps de nourriture pour satisfaire nos besoins biologiques, c'est se faire plaisir, c'est construire notre identité individuelle, c'est se relier aux autres, se faire confiance, on mange ensemble, il y a beaucoup de règles commensales qui fondent le lien social entre les humains, mais c'est aussi les relations avec la biosphère. Finalement, manger, c'est établir une forme de relation avec des animaux. Est-ce qu'on les maltraite ou pas? Est-ce qu'on les mange ou pas? Comment on les élève? Qu'est-ce qu'on en fait? Mais c'est aussi la construction de nos paysages. Tous les paysages planétaires ont été façonnés par l'agriculture. Donc, redéfinir notre alimentation, c'est de redéfinir notre position dans le monde. Et on est vraiment à un moment où il va falloir se poser la question de vers quel type d'alimentation et donc vers quel type de rapport au monde on veut aller. Et ça, ce n'est pas une histoire de spécialiste, c'est bien une histoire démocratique. Sarah, je vais vous proposer de réagir. Voilà, je vois qu'en plus vous levez la main, mais j'allais demander à réagir. Ok, parfait, allez-y. Oui, pour moi, il y a deux choses différentes. Il y a en effet ce que Nicolas vient de dire, et après, on peut peut-être avoir certains coûts de production plus élevés si on fait de la nourriture saine, etc. Mais même si on fait de la nourriture saine, si le client vient de l'acheter en vente directe, il ne payera pas forcément plus cher que s'il vient au supermarché. Si on fait de la nourriture saine qui est vendue au supermarché, elle sera excessivement chère, puisqu'il y a la question des marges quand même dans les GMS, etc., qui est quand même aussi, à mon sens, le nerf de la guerre. Puisque si on regarde, nous, les légumes qu'on propose en vente directe, ils sont au même prix que du légume conventionnel chez Super U ou Leclerc, pour citer ce qu'il y a moi dans mon canton. Donc, je ne sais pas si le consommateur devra obligatoirement payer plus cher, et s'il a les moyens de le faire, j'en suis pas sûre. Je pense qu'il y a vraiment aussi à jouer une carte sur ça, sur les marges, et sur aller chercher le client et essayer de sortir un peu de ces grandes distributions avec énormément d'intermédiaires entre producteurs et consommateurs. Ouais, il y a une clé là sur le circuit de distribution qui est encore très traditionnel, on va dire, qui correspond au modèle dominant décrit par Nicolas au début de nos échanges. Myriam, je vais vous poser un peu la même question. Est-ce que sur ces aspects d'implication des citoyens, c'est quoi les bons leviers, quoi? Comment on reconstruit un contrat social autour de l'alimentation? Est-ce que vous partagez ce constat? Oui, je pense. En tout cas, je partage le constat que l'agriculture, c'est pas seulement l'affaire des agriculteurs, ça concerne l'ensemble de la société, donc des citoyens. Et dans
d'autres pays également, bien sûr. C'est-à-dire, là, si on a parlé d'Afrique de l'Ouest, en Amérique latine, les citoyens ont leur mot à dire sur le devenir des territoires. Peut-être pour rebondir sur la question des prix aussi, en tout cas, je pense que c'est tout à fait important de faire en sorte qu'il y ait des circuits courts où en fait il y ait, comme on a dit, Nicolas a parlé à un moment de rééquilibrage du pouvoir. Il faut que les paysans puissent peser dans les négociations et pouvoir vendre leurs produits à des prix justes, rémunérateurs, que ce soit avec des circuits courts, donc en réduisant les intermédiaires, ou sur des filières longues, grâce au commerce équitable, par exemple, qui réduit les intermédiaires et qui permet aux paysans de négocier des prix plus rémunérateurs, et puis un certain nombre d'autres appuis. Donc je pense que le mode de commercialisation est très important, le mode d'organisation. Et puis il y a aussi, en tout cas dans certains pays, le fait de défendre la consommation de produits locaux. Donc il est important aussi que les États puissent protéger la production locale. On parle par exemple en Afrique de protéger la production locale de volaille versus la volaille importée à bas prix du Brésil. Fut un temps c'était de Bretagne, maintenant c'est peut-être plus le poulet à bas prix du Brésil qui vient inonder, ou même de Pologne qui vient inonder certains marchés. Donc comment défendre, enfin à VSF, nous en tout cas on appuie l'amélioration de la productivité par exemple des élevages paysans de volaille, la productivité, et puis défendre auprès du consommateur la qualité de ce produit, la qualité gustative, etc. Et le fait que ça permet le maintien de paysans dans les territoires qui sont correctement rémunérés. Donc j'évoque le cas des volailles, mais ça peut être la question du lait local aussi. AVSF s'est beaucoup investi dans des campagnes qui s'appellent par exemple Mon lait local, aux côtés d'organisations paysannes, pour défendre la consommation de lait local versus le lait importé, même si on sait que pour l'instant la production n'est pas suffisante, mais encourager cette production, la protéger pour faire en sorte qu'elle ne subisse pas une concurrence déloyale de produits importés d'Europe à bas coût. Voilà. Très clair. Il nous reste 5 minutes. On va essayer de tenir notre timing. Il y a beaucoup de remarques, de questions qui remontent. Là, j'en vois autour de, par exemple, du fait que la plupart des consommateurs sont urbains, sont donc un peu hors sol à tous les sens du terme, notamment au sens propre. Qui veut répondre sur ça? Est-ce que c'est pas un des problèmes majeurs? Est-ce qu'il faut rapprocher, c'est ce qu'on évoque dans le scénario 3, rapprocher les champs des villes? Il y a aussi tout le développement, même s'il reste à des échelles qui sont peut-être anecdotiques, de l'agriculture urbaine. Comment on règle cette équation entre des consommateurs loin du produit? Peut-être Myriam, oui, je vois que vous levez la main. Non, moi c'est juste pour réagir, pour peut-être nuancer le propos. Ce propos est tout à fait juste, je pense, en Europe, où il y a un éloignement entre les agriculteurs qui sont que 3% de la population et le reste des citoyens. Mais c'est vrai que dans plusieurs pays où AVSF coopère, je veux dire 50%, 60% de la population travaille dans l'agriculture. Donc c'est les premiers consommateurs de leurs produits, où ils les commercialisent à la fois dans les villes, les grandes villes, les capitales, mais aussi les villes moyennes, les bourgs ruraux, qui sont alimentés par les produits consommés produits localement. Et donc là, c'est aussi les enjeux de pouvoir rémunérer correctement les agriculteurs, qu'il y ait des filières qui fonctionnent efficacement au profit des paysans et aussi au profit des consommateurs. Donc trouver un équilibre. Voilà. Mais je pense qu'il y a certains pays où c'est aussi, il y a déjà cette proximité, mais c'est de défendre peut-être plus ce mode de production, par exemple agroécologique, en montrant qu'il y a vraiment une vraie plus-value aussi en termes environnementaux, en termes de sécurité sanitaire, etc. Voilà. Vous m'aviez parlé il y a quelques temps, en préparant cet échange, de l'exemple de la campagne N'exportons pas nos problèmes, qui est intéressante, qui vise à sensibiliser sur la surproduction de lait en Europe et ses conséquences en Afrique notamment. Est-ce que vous pouvez nous reparler de cette campagne-là et du fait que voilà, on a des problématiques très différentes aussi selon les régions? Je trouve ça intéressant en complément de ce que vous venez de dire. Et puis après, Nicolas pourra réagir. Oui, très rapidement, parce que je vois que le temps passe. Je l'ai évoqué aussi, il s'agissait d'une campagne qui s'appelait aussi Mon lait local, mais qui visait en fait à demander aux États ouest-africains et à la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, de mettre en place des mesures de protection
de leur marché pour défendre la filière laitière locale face à en fait des produits agricoles. C'était en fait du lait écrémé en poudre qui était exporté depuis l'Europe à bas prix et réengraissé avec de l'huile de palme. Voilà. Ce qui fait que ce lait-là, qui est un lait en poudre réengraissé, était 50% moins cher que le lait local. Mais il y a eu quelques succès parce que depuis, la CDAO a mis en place une offensive lait et puis l'interprofession en laitière aussi en France a été sensibilisée et s'est engagée à mieux réguler cette exportation de poudre de lait écrémé. Mais je voulais laisser la parole, je crois qu'il y a Nicolas qui voulait s'exprimer. Oui, Nicolas. Allez-y, Nicolas. Ouais. Non, je voulais juste dire que, puisqu'on parlait de la question des villes, pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, l'Europe finance beaucoup de projets en Afrique. Pour la première fois dans l'histoire, l'Europe a financé un projet concernant l'Afrique qui a été entièrement monté, qui est piloté par des institutions africaines. Et dans ces institutions africaines, ce sont des villes, ce sont des collectivités territoriales qui ont décidé d'essayer de reprendre la main sur leur système alimentaire, d'essayer de travailler sur l'amélioration des conditions de travail et de l'hygiène des marchés pour mieux valoriser les produits locaux, d'essayer d'identifier d'où vient la nourriture qui approvisionne les grandes villes. Et souvent, cette nourriture, elle est obligée de venir de loin, et d'identifier les zones de production de ces territoires nourriciers pour voir comment les villes peuvent passer des contrats de solidarité avec les agriculteurs qui les nourrissent. Et donc, moi, je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est un peu inattendu de voir que ce sont des villes qui commencent à se réintéresser à l'agriculture, mais par la question alimentaire. Comment donner à manger de façon saine en évitant le surpoids, l'obésité, les maladies, l'empoisonnement, les risques sanitaires, etc. Comment créer des millions d'emplois chez les femmes et chez les jeunes. Comment aménager l'environnement alimentaire pour qu'il soit davantage favorable aux produits locaux et aux petits producteurs locaux. Et moi, je suis intéressé de voir qu'il y a vraiment des maires dans une vingtaine de villes maintenant en Afrique qui ont vraiment envie de s'engager, qui ne savent pas trop comment faire, qui posent plein de questions, qui échangent entre eux au sein de réseaux africains de villes. Donc, il y a vraiment quelque chose pour moi qui est intéressant, qui est un peu inattendu, c'est que maintenant, les villes vont aller discuter avec les organisations paysannes pour voir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble. Et bon, justement, pour essayer d'éviter cette opposition ville-campagne, mais au contraire de les réconcilier. Merci Nicolas. Je vais faire Normalement, il est l'heure de refermer, mais on va quand même conclure ces échanges. Je vais demander à chacun de vous trois de me dire qu'est-ce qui son souhait peut-être pour accélérer, qu'est-ce qui peut nous permettre le passage à l'échelle. On a ouvert plein de portes. Vous pouvez répéter une idée forte que vous avez déjà développée, amener une idée nouvelle, mais voilà, qu'est-ce qui, selon vous, question ouverte, peut permettre un peu l'avènement, en tout cas le développement de ce scénario 3, qui certes va cohabiter avec les deux premiers, mais c'est quoi la clé? C'est quoi la clé, selon vous, la bonne porte à pousser pour accélérer cet avènement? Peut-être Sarah, pour commencer. Oui, et ben moi je vais amener un nouveau sujet. C'est, je pense, la question de l'installation. Ça a été dit dans les commentaires. En effet, en Anjou, par exemple, il y a un projet de 4 installations de jeunes paysans bio qui a été refusé au détriment de l'agrandissement. Et donc, je pense que si on veut des systèmes plus agroécologiques, il faut aller manifester, c'est ce que vous pouvez faire aussi, ou en tout cas réagir quand il y a ce genre d'incohérence qui est de décisions incohérentes qui sont prises. Merci Sarah. Myriam, même question. Réponse courte. Quel levier prioritaire pour développer l'agroécologie? Non, je crois que quelqu'un l'a aussi dit dans le chat, je pense, un plan de soutien à la transition agroécologique dans les différents pays, donc des politiques publiques agricoles favorables. Et pour cela, il faut un plaidoyer à la fois, par exemple, de nous, ONG, et d'organisations paysannes dans les différents pays. Voilà. Merci. Et Nicolas, peut-être un mot de la fin également? Tout à fait d'accord avec Myriam. Beaucoup d'initiatives essayent de faire la preuve qu'on peut faire, qu'on peut cultiver, qu'on peut produire et consommer autrement. Il faut le faire savoir, il faut montrer les effets, il faut capitaliser et il faut se fédérer pour peser ensuite sur les politiques. Les politiques, ils prendront des mesures s'ils voient qu'effectivement, on a fait la preuve qu'on pouvait faire autrement. Donc, cette preuve, il faut s'efforcer de la faire. Et donc, évaluer ce qu'on fait, montrer les avantages, montrer les coûts et montrer quels sont les besoins nécessaires pour que ça devienne un nouveau modèle beaucoup plus important qu'il n'est aujourd'hui.
Et merci à tous les trois. Alors, je vous invite, notre invité, mais aussi tous les participants à ce webinaire, à lire tout ce qui s'est dit dans le chat, parce que j'ai essayé de m'en servir pour les questions, mais il y a des témoignages, il y a des questions, il y a des demandes d'éclaircissements régionaux très locaux. Et vraiment, regardez, je pense que ça va donner la matière pour des nouveaux échanges, j'espère. Et je voudrais surtout remercier AVSF d'avoir organisé cette discussion et vous dire à tous les auditeurs que vous pouvez soutenir AVSF qui lutte, comme l'a dit Edouard au début, en faveur des transitions agroécologiques et qui a plein d'infos sur le site avsf.org. Il y a aussi le manifeste pour une agriculture durable en 2035, lisez-le. Les 3 scénarios qui sont sur le site d'Uzbek Erika. Et voilà, un grand merci à nos 3 invités qu'on peut applaudir virtuellement. Faute de pouvoir le faire ensemble dans la même pièce. Mais voilà, merci pour vos échanges. C'est passé à toute vitesse. Et c'est plutôt bon signe quand ça passe à toute vitesse. Voilà. Donc merci à tous les 3, Nicolas, Sarah, Myriam. Et je vous propose de vous libérer. Voilà. Et je vous donne rendez-vous à bientôt dans le futur, j'espère, pour continuer à explorer l'agriculture du futur. Merci à tous. Merci à vous. À la prochaine. Au revoir.